Allez, c'est parti pour ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va complètement bousculer notre façon de voir l'activité physique. Faut vraiment oublier l'idée que le sport, c'est juste un passe-temps du dimanche ou une résolution du nouvel an qu'on abandonne en février. En fait, les données scientifiques sont formelles. Le mouvement, c'est un médicament naturel d'une puissance absolument inouïe. Mais attention, comme tout vrai médicament, son efficacité demande une prescription hyper précise et adaptée. Et c'est exactement là qu'entre en jeu le fameux modèle biopsychosocial, une approche qui est littéralement en train de révolutionner la santé mentale. Au programme d'aujourd'hui, on a 6 étapes clés. 1. Le modèle biopsychosocial en mouvement. 2. L'alchimie des bénéfices psychologiques. 3. Les croyances et freins individuels. 4. L'impact de l'environnement social. 5. Comment surmonter ces obstacles. Et enfin 6. La personnalisation de la prescription. On attaque tout de suite. Première partie donc, le modèle biopsychosocial en mouvement. On va essayer de bien comprendre cette approche globale de la santé. Pour donner un peu de contexte, les enjeux sont juste colossaux. Il faut savoir qu'au Canada, c'est 1 personne sur 5 qui fera face à un problème de santé mentale au cours de sa vie. C'est énorme. L'Organisation mondiale de la santé place carrément ce fléau au 2e rang des coûts de morbidité. Du coup, face à cette urgence, l'approche médicale traditionnelle qui se focalisait uniquement sur la biologie, les os ou les virus, ça suffit plus. Le modèle BPS, lui, va beaucoup plus loin. L'idée, c'est que pour vraiment comprendre la santé ou la douleur de quelqu'un, il faut impérativement croiser son état biologique, son état psychologique et son environnement social. C'est tout un ensemble. Et ces recherches, menées par Emmanuel Poirel, illustrent brillamment toute la dynamique en jeu. Faire de l'exercice, c'est pas juste faire transpirer son corps, loin de là. C'est un processus qui déclenche tout un tas d'évaluations cognitives, qui modifie carrément nos stratégies pour gérer le stress et qui active de vraies dynamiques sociales. En gros, c'est un véritable écosystème de guérison. Ce qui nous amène à la 2e partie, l'alchimie des bénéfices psychologiques. On va aller voir comment on peut débloquer la chimie interne du corps. Alors, chimiquement parlant, qu'est-ce qui se passe quand on se met en mouvement ? En fait, tout repose sur un incroyable jeu d'équilibristes. Pendant l'effort, c'est le système nerveux sympathique qui s'active. C'est le stress physique, l'adrénaline, le cœur qui s'emballe. Mais la vraie magie, elle opère juste après. Le système parasympathique, qui est le système du calme, prend le relais. Et c'est là qu'on parle de thérapie allostatique. Plus on stimule ce système parasympathique avec l'exercice, plus il devient fort, au point de pouvoir littéralement bloquer les manifestations physiques de l'anxiété dans la vie de tous les jours. C'est fou, non ? Et les bénéfices psychologiques ne s'arrêtent pas là. Déjà, l'exercice, c'est une excellente distraction pour casser la spirale des pensées négatives et ça booste l'estime de soi. Mais au niveau microscopique, c'est encore plus fascinant. Bouger, ça favorise la sécrétion de ce qu'on appelle des facteurs neurotrophiques. Pour faire simple, ce sont des protéines qui assurent la survie et la croissance de nos neurones. Et on sait que ces niveaux-là sont souvent tragiquement bas chez les personnes en dépression. Donc oui, le mouvement protège physiquement le cerveau pour prévenir les troubles mentaux. 3e partie, les croyances et freins individuels. On va aborder cette fameuse bataille interne contre le mouvement. On pourrait légitimement se poser une question, si les preuves médicales sont aussi irréfutables, pourquoi est-ce que l'intention, c'est jamais suffisant ? Pourquoi est-ce si dur de s'y mettre pour de bon ? Eh bien, il faut démonter un gros mythe tout de suite. L'inactivité, c'est pas juste une question de manque de motivation ou de paresse. Il y a de vraies batailles internes silencieuses qui se jouent. Et les croyances profondes des patients vont dicter directement s'ils vont adhérer ou non à un programme d'activité. L'un des freins individuels les plus coriaces, c'est la kinésiophobie. C'est littéralement la peur du mouvement. Beaucoup de personnes qui souffrent de douleurs chroniques sont tout simplement terrorisées à l'idée de faire du sport, parce qu'elles sont convaincues que ressentir de la douleur pendant l'effort, ça veut automatiquement dire qu'elles sont en train de se blesser davantage. C'est une fausse croyance, mais elle est très puissante. Du coup, éduquer pour casser ce lien entre douleur et lésion, c'est une étape absolument vitale avant même de penser enfiler des baskets. Et ce qui est hyper intéressant avec cette citation issue d'une étude clinique, c'est qu'on touche du doigt le besoin fondamental de sécurité psychologique. Pouvoir dire « j'ai mal » sans avoir peur d'être jugé ou de passer pour quelqu'un de faible, c'est un soulagement immense. La peur de la stigmatisation ou de l'échec en public, c'est une barrière massive. Dès qu'on arrive à créer un cadre bienveillant où les limites de chacun sont respectées, ça change complètement la trajectoire thérapeutique. 4e partie, l'impact de l'environnement social. Comment on gère les obstacles externes. Parce que oui, nos croyances et nos peurs, c'est une chose, mais la vraie vie et l'environnement autour de nous, c'en est une autre. C'est super important de séparer les luttes psychologiques des réalités matérielles. Quelqu'un peut très bien avoir vaincu sa kinésiophobie, mais se retrouver bloqué parce qu'il n'y a pas d'infrastructure adaptée à côté de chez lui ou parce que c'est trop cher ou qu'il manque de temps. Ces barrières environnementales sont super fréquentes et elles exigent des solutions pragmatiques sur le terrain. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'aspect social n'est pas qu'un obstacle, ça peut aussi être un levier extraordinaire. S'entraîner en groupe, avec des gens qui traversent les mêmes épreuves,
Ça crée ce qu'on appelle un apprentissage vicariant. En clair, voir les autres réussir et progresser, ça nous prouve que c'est possible pour nous aussi. Ça normalise le fait que ce soit difficile au début, ça brise l'isolement et ça transforme ce qui ressemblait à une corvée médicale en un vrai rendez-vous humain hyper enrichissant. 5e partie, surmonter les obstacles. Comment on passe enfin de l'intention à l'action? La grande question, c'est comment on fait concrètement basculer quelqu'un d'une sédentarité dangereuse vers une mobilité salvatrice? Le point crucial ici, c'est le pouvoir de la prescription formelle. Le simple conseil oral du style « faudrait faire un peu de sport », franchement, ça n'a presque aucun impact. Par contre, avoir une vraie ordonnance écrite, noir sur blanc par un médecin, ça change la donne. Ça donne à l'activité physique un poids psychologique immense, l'élevant au rang d'intervention médicale légitime, exactement au même titre qu'un médicament en pharmacie. Et regardons comment ça se construit concrètement sur le terrain, selon les recommandations de l'Association internationale pour l'étude de la douleur. L'engagement des professionnels de santé, c'est le facilitateur clé. Ça demande une communication très claire et un accompagnement soutenu pour contourner le manque d'infrastructures ou de soutien. Le message est simple, il ne s'agit jamais de laisser la personne livrée à elle-même face à la nouveauté. Et enfin, 6e et dernière partie, personnaliser la prescription d'exercices pour bâtir des routines qui durent dans le temps. Pour que toute cette belle théorie se transforme en succès concret, il n'y a pas de secret. La clé, c'est de personnaliser absolument le programme selon les capacités physiques réelles de la personne. Ça passe par 3 étapes super claires. 1. On évalue et on éduque pour déminer toutes les fausses croyances sur la douleur. 2. On offre une supervision sur mesure par des pros pour créer un environnement hyper sécurisant. Et 3. On amène très progressivement la personne vers l'autonomie. L'objectif ultime, c'est vraiment de créer une habitude durable sans créer de dépendance médicale à long terme. Bref, on le voit bien tout au long de ce décryptage, l'approche biopsychosociale nous prouve à quel point le corps, le mental et notre environnement sont totalement imbriqués. Bouger, c'est pas juste brûler des calories, c'est une véritable reconstruction de soi. Face à l'urgence de la santé mentale actuelle, une vraie réflexion s'impose. Si l'exercice est littéralement le médicament naturel le plus puissant et le plus accessible qu'on ait sous la main, n'est-il pas grand temps de le traiter systématiquement comme une prescription fondamentale pour notre santé? C'est sur cette question qu'on clôture cette explication. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau sujet.